Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver ce matin pour cet atelier sur les 50 ans de la formation professionnelle. Voilà, je suis Rémi Bordet, je suis responsable des relations institutionnelles de l'AFPA. Donc, depuis 50 ans, la formation professionnelle s'est transformée pour répondre à l'évolution des besoins des territoires, des publics, des entreprises. Et donc, ce matin, avec quelques collègues de l'AFPA et certains de nos partenaires, que je remercie vivement, en fait, on vous propose de témoigner sur la façon dont nous-mêmes, au sein de l'AFPA, avec nos partenaires, on s'est engagé dans cette transformation continue. Alors, je vais tout d'abord me tourner vers Claire Quéchat. Claire, vous êtes une spécialiste de la formation professionnelle en France. Vous avez dirigé des OPCO, Opcalia, puis Constructis. Vous avez travaillé dans différents organismes de formation. Aujourd'hui, vous êtes directrice générale déléguée de l'AFPA. Et donc, à ce titre, si vous deviez synthétiser en quelques mots ces évolutions, quels seraient pour vous les points les plus marquants ? Bonjour à tous et à toutes. La journée d'hier a permis de replacer un petit peu en perspective les 50 ans de la forme pro. Donc, je ne vais pas, évidemment pas en rajouter. J'ai envie de citer quelques mots et de les illustrer. 50 ans de formation professionnelle, pour moi, premier mot marquant, c'est la promotion sociale. La formation professionnelle a été créée et demeure aujourd'hui, plus que jamais, un puissant levier de promotion sociale par la formation vers l'emploi. Deuxième mot important, et j'étais à un atelier hier d'ailleurs qui en parlait beaucoup et qui l'illustrait, la pédagogie. En 50 années de formation professionnelle, on a vu se développer de nombreuses modalités, toutes différentes. Évidemment, on pense au numérique, mais pas que. L'alternance, le tutorat, on en a parlé d'ailleurs pas mal hier, la formation à distance, les classes inversées, la FEST, tout n'est pas lié au numérique. Et toutes ces modalités aujourd'hui cohabitent pour mettre en œuvre des parcours adaptés à chacun. Troisième mot clé et très marquant de l'évolution, pour le coup, selon moi, l'individu et la place de l'individu. On a vu, alors demandeurs d'emploi ou salariés, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient adultes, quels qu'ils soient, on a vu naître progressivement des droits. Pour les anciens, il y avait le CTF en son temps, il y a eu le DIF, il y a eu le compte personnel de formation, l'individu co-acteur, co-investisseur. Aujourd'hui, l'individu est client. Ça veut dire qu'on rend des services à l'individu en tant que tel, et je crois que c'est Florence Poivet qui l'illustrait hier. Ça veut dire aussi qu'on prend en charge l'individu dans sa complétude pour l'accompagner, et pas que sur la formation. Quatrième mot, et évidemment plus que jamais dans cette crise, on le voit, les politiques. Elles sont évidemment au cœur de toutes ces évolutions. Elles ont vécu un certain nombre de réformes. La responsabilité de la formation professionnelle pour les demandeurs d'emploi a progressivement été décentralisée. Le PIC, les PIA successifs montrent bien, incarnent bien cette articulation entre des politiques publiques nationales qui sont aussi bien sûr portées et relayées au niveau régional. Et puis je terminerai, si je devais dire un cinquième mot, par alternance. Y inclut apprentissage, bien sûr, d'abord parce que ces 2 dernières années, on a vu un fort essor de l'alternance et parce que l'alternance aussi incarne bien ce lien entre les organismes de formation, les entreprises et l'État. Je crois que le premier CFA est né en 1966 et la loi Delors de 1971 portait une loi sur l'apprentissage déjà. Je dis ça parce que la toute dernière loi pour la liberté de construire son avenir professionnel porte aussi une réforme de l'apprentissage. Merci beaucoup, Claire, sur cet éclairage rétrospectif et cette mise en évidence des points saillants. Mais alors, du coup, du point de vue de la directrice générale déléguée de l'AFPA d'aujourd'hui, de votre point de vue, ces évolutions, elles ont quels impacts majeurs sur un organisme comme l'AFPA ? Alors, je vais faire très court parce qu'on va l'illustrer par la suite. Premier impact déterminant, et je pense que les personnes en ligne l'ont vu ou remarqué, la plus forte d'entre elles, c'est évidemment la loi de décentralisation de 2008, qui a particulièrement impacté les organisations internes de l'AFPA et ont impliqué un grand plan de transformation qu'on est en train d'ailleurs de poursuivre et de conduire aujourd'hui.
Deuxième impact majeur, évidemment, l'essor du numérique. Alors, l'AFPA, il y a déjà plus de 15-20 ans, était déjà en train d'hybrider, on va dire, un certain nombre de ses parcours, mais très franchement, l'explosion récente du numérique et toutes ses conséquences sur la réalité augmentée, sur des outils qui permettent véritablement de transmettre un certain nombre de savoirs ou de compétences dans des modalités différentes de modalités classiques, bien sûr, a particulièrement porté les évolutions de l'AFPA. L'alternance, je ne l'illustre pas plus, mais la signature pédagogique de l'AFPA, c'est quand même l'apprentissage par le geste. C'est vraiment l'incarnation complètement des politiques de développement de l'alternance. Et puis peut-être le troisième point, et ça va faire la transition avec la suite, c'est que l'AFPA, plus que jamais aujourd'hui, est au cœur des territoires. Son implantation dans tous les départements à travers des centres, des villages AFPA qu'on va présenter, positionne clairement notre centre d'inertie aujourd'hui au cœur des territoires. Et territoire, c'est région, département, bassin d'emploi, communauté, commune, et on le verra tout à l'heure avec Céline d'ailleurs, dans les endroits les plus reculés, partout, l'AFPA a ambition de porter son offre de service. Merci beaucoup pour cette introduction, ces éclairages. Alors, Claire l'a évoqué, un des impacts majeurs, hein, c'est le fait de la décentralisation, le fait de la territorialisation. Et pour illustrer ce point, nous allons maintenant nous intéresser au point de vue d'une région sur cette transformation de la formation professionnelle en France. Et nous remercions très vivement le président Alain Rousset, président de la région Nouvelle-Aquitaine, qui a bien voulu témoigner à l'occasion de cet atelier de sa vision de la transformation de la formation professionnelle en France et nous donner son éclairage en tant que président de région. Nous allons maintenant pouvoir l'écouter. Bonjour à toutes et à tous, pardon de pouvoir être parmi vous pour cette table ronde. Je voudrais malgré tout souligner bien sûr l'importance de la formation. Bien sûr considérer que l'idée que Jacques Delors lance de formation tout au long de la vie en 1971 avec sa loi est fondatrice et que nous n'avons pas encore, malgré toutes les évolutions, atteint l'objectif qu'il décelait à l'époque. Et bien entendu, nous voyons bien que la formation est un élément essentiel d'une des difficultés du plein emploi, de la possibilité pour les entreprises de recruter. La formation est un élément essentiel, pas seul. Il y a la recherche de sens auquel la relation au travail, la qualité de vie au travail, le rôle des entreprises peuvent répondre. Ce que nous essayons de porter à travers les évolutions progressives qui ont vu d'abord des contrats d'objectifs et de moyens, puis une délégation de France Compétences et du ministère de la Formation professionnelle auprès des régions, de pouvoir porter une politique plus opératoire, plus pertinente, liée à des contrats de filière, liée à un travail permanent avec les filières pour objectiver, documenter les besoins de recrutement et les besoins de compétences. Certes, cela ne suffit pas, et la formation n'est pas qu'un problème d'argent, même si il fallait rendre la formation plus attractive, ce que nous avons fait en augmentant considérablement la rémunération des stagiaires, de telle sorte que entre une indemnité de chômage et un passage en formation, il soit beaucoup plus intéressant pour la vie des individus de venir dans ces stages de formation. Donc ce que nous faisons au-delà de ça, c'est aussi de responsabiliser les organismes de formation pour qu'ils puissent, parce que la région aujourd'hui n'en a pas la compétence, c'est le fléchage des demandeurs d'emploi vers la formation. Nous avons mis des plateformes entre celles et ceux qui sont en formation, les entreprises, de telle sorte qu'il y ait des lieux
d'échange, de connaissances, de contacts, et surtout de connaissances sur les postes à pourvoir et les besoins en compétences qui y sont. Les entreprises deviennent de plus en plus des organismes de formation, elles en ont le droit. Et puis c'est les contrats territoriaux aussi de formation où au plus près des territoires, on travaille sur ces besoins de formation, besoins de compétences, et aussi en écoutant la parole des demandeurs d'emploi. Parce que ce dont on s'est aperçu, c'est que souvent les stratégies de formation, de lutte contre le chômage, faisaient beaucoup parler Pôle emploi, la région, les différentes directions de l'État. Mais on n'écoutait pas les chômeurs eux-mêmes. On ne réfléchissait pas à ce hiatus un peu particulier qu'expliquent les problèmes de compétences et de formation, mais pas que, entre un taux de chômage élevé et le besoin de recrutement des entreprises. Donc c'est à ce défi auquel on doit répondre. Et puis, l'AFPA est un partenaire historique, un partenaire fondamental de la région. C'est pour ça que nous avons mis en place ces habilitations de services publics qui permettent de donner à l'organisme de formation une visibilité pluriannuelle et puis de réfléchir à la rémunération du stagiaire, à l'hébergement. Je crois beaucoup, moi, au stage immersif, au fait que l'on reste avec les autres stagiaires, avec les formateurs dans un même lieu. Et il est vrai que les AFPA, les centres de l'AFPA apportent aussi cette qualité d'accueil avec, en plus, cette reconstitution que je souhaite ardemment, qui avait été perdue quand on a fusionné à travers Pôle emploi, les ACEDIC et la structure liée à l'accompagnement des chômeurs, à leur indemnisation, c'est l'orientation. Être capable d'avoir des moments de dialogue compétents sur le souhait du demandeur d'emploi. Comment il refait sa vie professionnelle, comment il se réoriente, comment il invente un nouveau parcours de vie à travers l'information sur un certain nombre de métiers, ses bilans de compétences, son souhait. Parce qu'il y a de plus en plus, notamment chez les générations jeunes, une forme de zapping à côté de la recherche de sens de leur vie professionnelle. Et je pense que l'AFPA est un outil essentiel pour cela, grâce à cette habilitation de service public, grâce à cette visibilité, et non pas cette annualité des marchés. Nous avons pu sauver le centre de l'AFPA d'Agen, celui du Vigan, ce qui fait que nous maintenons la capacité d'intervention en formation de l'AFPA, et je les en remercie. Bien, comme vient de nous l'expliquer le président Rousset, l'ensemble des acteurs de la formation professionnelle doivent s'adapter en permanence pour être efficaces sur les territoires. On va rentrer maintenant dans une séquence où je vais me tourner vers des collègues de l'AFPA et leurs partenaires pour illustrer encore une fois la façon dont aujourd'hui, ensemble, nous réfléchissons la question de l'adaptation de l'offre dans les territoires. Donc je me tourne maintenant vers Aurélien Gaucheran. Aurélien, vous êtes directeur du programme Village AFPA, Village des solutions. En fait, vous allez nous expliquer c'est quoi ce programme. Il semble être un véritable scénario de rupture dans l'organisation de l'offre de services de l'AFPA dans les territoires. Cette transformation, vous l'avez engagée avec l'ensemble des équipes il y a déjà plusieurs mois maintenant. Elle est en marche. Ses effets sont maintenant visibles. Du coup, ce qui nous intéresse, c'est que vous puissiez nous dire en quelques mots quels sont les principes fondateurs de ce programme et les principaux effets recherchés sur l'évolution de l'organisation de l'offre dans les territoires. Merci. Bonjour à tous. Oui, le Village AFPA, en fait, c'est une orientation stratégique de l'AFPA depuis 2018 qui vise à
qui vise à ouvrir l'AFPA. Donc c'est vraiment le mot-clé qu'il faut retenir, c'est que c'est une stratégie d'ouverture et on va la traduire par plusieurs principes d'action qui sont appliqués localement pour imaginer des solutions locales et adaptées à leur territoire. C'est avant tout une ouverture dans la finalité. La finalité aujourd'hui, elle est double. Elle est de faire en sorte que l'ensemble de l'écosystème de l'inclusion sociale et de l'insertion professionnelle soit collectivement plus performant. Et en fait, ça passe par des coalitions nouvelles sur les territoires. Et on a déterminé notamment un certain nombre de champs d'action, dont certains qui sont historiques à l'AFPA et d'autres qui sont un peu plus, on va dire, nouveaux, ou en tout cas sur lesquels on veut appuyer plus fortement. Alors évidemment, c'est tout le secteur de l'apprenance et de savoir comment est-ce qu'on développe des compétences métiers, mais aussi des compétences transverses qui sont de plus en plus attendues par les entreprises. C'est aussi le secteur de l'insertion professionnelle, avec comme objectif l'emploi et pas simplement la certification. Ça, je crois que c'est un changement de paradigme important. Et puis, c'est surtout, comme le soulignait Alain Rousset à l'instant, l'intégration des parcours de vie et comment est-ce que dans la même temporalité, on peut accompagner parcours de vie et parcours professionnel. On va un peu plus loin et on s'est donné comme mission d'être aussi un partenaire de la cohésion du territoire, de son développement durable, notamment en faisant des liens avec un tissu associatif local, culturel, sportif, citoyen, qui vise à l'émancipation des personnes, et puis également d'adresser la question de l'entrepreneuriat et notamment de l'accompagnement du travail indépendant qui concerne des volumes importants chez nos stagiaires. Donc, évidemment, tout ça, c'est une ouverture de finalité, c'est aussi une ouverture de nos pratiques, puisque tout ça, en fait, ne se fait pas avec l'AFPA tout seul, et un des principes de base, c'est on ne fait pas si on a déjà un acteur autour de nous qui fait, et on va faire en coopération avec lui, notamment en créant des consortiums, notamment locaux, qui permettent de répondre ensemble à des besoins du territoire traduits par des appels à projets ou des appels d'offres. Et puis, c'est aussi une ouverture de nos espaces, puisqu'on est propriétaire de 9 millions de mètres carrés de foncier, et que sur 140 sites en France, donc avec un maillage intéressant, et l'objectif, c'est d'accueillir en résidence ces partenaires que j'ai cités avant pour faire des tiers-lieux de l'inclusion sociale et de l'insertion professionnelle. Voilà. Et puis c'est enfin une ouverture, on va dire exploratoire sur les territoires et qui nous permet d'aller sur des territoires, notamment des quartiers prioritaires, notamment des zones rurales, pour que l'offre AFPA soit disponible et en utilisant justement des modalités pédagogiques nouvelles qui sont celles du numérique et celles de l'alternance, des plateaux mobiles également. Et on a notamment les places AFPA, donc Céline nous en parlera tout à l'heure plus en détail, mais ces places AFPA qui sont justement des espaces d'inclusion numérique, des espaces d'accompagnement de la formation à distance, avec justement une personne sur place qui est là pour faciliter le parcours d'accompagnement et de formation à distance, et puis aussi qui constituent des premiers niveaux d'information dans la démarche d'orientation des personnes. Merci vraiment beaucoup Aurélien pour cette introduction extrêmement riche. Alors maintenant, ce que l'on vous propose, en fait, c'est de faire un voyage dans une très belle région de France, en Auvergne-Rhône-Alpes, où avec les collègues et nos partenaires, nous allons illustrer en fait cette évolution que l'on conduit ensemble au travers de 3 expériences. On va démarrer par l'Auvergne, on va démarrer par le Puy-en-Velay. Et là, je vais m'adresser à Nathalie qui est directrice du centre AFPA et donc du village des solutions de l'AFPA du Puy-en-Velay. Ce qui nous intéresse, Nathalie, c'est que vous puissiez nous dire comment le projet s'est mis en œuvre au Puy-en-Velay et qu'est-ce qu'on peut trouver concrètement aujourd'hui au village des solutions AFPA du Puy-en-Velay. Merci Nathalie. Bonjour à tous. Au centre AFPA du Puy, ça fait maintenant 2 ans qu'on a amorcé cette transformation, cette mue sur notre territoire en créant ce village autour de 3 problématiques qui sont apparues comme des problématiques importantes sur notre territoire, qui, je le rappelle, est un territoire rural. Les problématiques d'entrepreneuriat, de mobilité et bien évidemment de formation. Sur le sujet de l'entrepreneuriat,
donc qui est le premier axe. Nous avons ouvert en juin 2020, avec l'appui d'un réseau qui s'appelle Make Ici, une manufacture collaborative et solidaire qui accueille des artisans d'art, des professionnels du fer, des entrepreneurs qui se lancent ou souhaitent développer leur activité. Ils viennent donc sur cette manufacture partager des espaces, partager des équipements, mais ils viennent surtout, et on le voit très très vite se mettre en œuvre, partager des savoir-faire, des compétences. Et aujourd'hui, 18 mois après, c'est une vingtaine de résidents que nous accueillons sur notre site dans les métiers du bois, de la ferronnerie, de la mécanique, du textile et de la fabrication numérique. Un deuxième axe qui est celui de la mobilité, comme on l'évoquait tout à l'heure, effectivement, nous disposons d'espaces de foncier et de bâti qui sont très importants. Et ce qui nous a permis d'accueillir depuis quelques mois maintenant le centre d'examen de la conduite routière de la préfecture de la Haute-Loire, mais surtout des entreprises de l'économie sociale et solidaire qui travaillent sur ce thème de la mobilité, un garage solidaire, une vélo-école, auquel est venue s'ajouter une start-up qui travaille sur des nouvelles formes de mobilité alternative. Des interactions immédiates se sont mises en œuvre entre ces différentes structures et nos stagiaires de la formation, bien évidemment, et avec les travailleurs indépendants présents à la manufacture. Un troisième axe, celui de la formation, bien évidemment, notre cœur de métier, mais en miroir de cette manufacture, on a imaginé un dispositif de formation dans les métiers du bois et du bâtiment qui s'appelle Batinov et qui est complètement repensé dans son approche pédagogique puisque nous avons essayé de reprendre les codes et les valeurs de ces tiers-lieux. Et on travaille sur une approche multidisciplinaire, collective, collaborative, autant pour les apprenants que pour les formateurs qui interviennent. En conclusion, autour de ces trois axes, c'est tout un écosystème qui est en train de se mettre en place et une dynamique partenariale. Et tout un réseau de partenaires, bien évidemment, autour de nous, des collectivités, des entreprises, des branches pro, nos prescripteurs habituels, le secteur de l'entrepreneuriat, de l'insertion, etc. Et nous réunissons régulièrement l'ensemble de ces acteurs au sein d'une instance qui s'appelle le Conseil de village, dans lequel on peut travailler sur la suite, sur le développement de nos activités. Voilà, en tout cas, c'est une magnifique aventure et une belle histoire de transformation et on a encore du chemin et on va le parcourir. Merci Nathalie. C'est vrai que pour qui a connu un centre AFPA tel que celui du Puy-en-Velay il y a encore 3 ou 4 ans, y revenir aujourd'hui, on a changé de monde. On a changé de monde et on a changé de monde parce qu'on a des partenaires. On a des partenaires et je remercie Victor Penet d'être présent ce matin avec nous. Victor, vous êtes responsable régional de Germinal. Vous allez nous dire en quelques mots ce qu'est Germinal. Vous portez un projet d'entreprise d'insertion pour les travailleurs indépendants au sein donc du village des solutions AFPA du Puy-en-Velay. Je vous laisse vous présenter et puis après, ce qui nous intéresse ce matin, c'est que vous nous disiez mais pourquoi donc vous êtes venu dans cette aventure-là? Qu'est-ce que vous y retrouvez? Super, merci beaucoup Rémi, merci Nathalie pour l'invitation. Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, nous, donc moi je représente Germinal. Nous sommes une association présente sur le territoire national, dans beaucoup d'endroits différents. On accompagne des personnes en difficulté sociale, des demandeurs d'emploi, des personnes qui sont bénéficiaires du RSA, qui ont créé leur activité, donc qui ont déjà immatriculé leur société, mais qui ont du mal à en vivre, qui ont une forte capacité technique. Ça peut être un menuisier, ça peut être un chef cuistot, quelqu'un qui a monté son food truck, mais qui n'a pas toutes les compétences liées notamment à la gestion d'entreprise, donc la comptabilité, la gestion financière, la commercialisation, la communication. Et pendant 2 ans, on vient accompagner ces personnes-là sur ces thématiques pour qu'au bout de notre accompagnement, ils puissent en vivre, ils puissent vivre de leur activité.
Donc nous, on a rejoint, et il y a beaucoup de projets au niveau de la France et auprès des villages AFPA. Le premier village AFPA a été celui du Puy-en-Velay. Et ce qui nous a beaucoup plu, premièrement, c'est qu'il y avait une dynamique autour de l'entrepreneuriat et de l'artisanat et que c'était un secteur en tension en Haute-Loire au niveau du territoire. Et donc, on voulait accompagner des personnes sur ce secteur-là pour répondre vraiment à ce besoin-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est que nous sommes une structure en pleine expérimentation, en pleine construction, et donc on rejoint un site de l'AFPA qui est aussi en ébullition, avec plein de projets différents, avec une volonté de création d'activités et d'innovation qui vraiment est en phase avec notre projet. On rejoint aussi un lieu, on n'est pas des personnes, on n'est pas une structure issue du territoire et de la Haute-Loire, et donc on a besoin d'avoir des appuis locaux, une mise en réseau auprès des différentes personnes du territoire, et donc c'est vraiment un acteur clé pour nous, l'AFPA, à ce titre. On rejoint également un lieu où il y a déjà des compétences, et donc nous, dans le cadre d'une construction d'un projet, le fait de pouvoir partager des compétences et de pouvoir mobiliser des compétences présentes sur le site de l'AFPA, ça nous permettait de faire grandir notre équipe au fur et à mesure du temps. On l'a dit tout à l'heure, et je crois qu'Aurélien l'a cité, il y a également des bénéficiaires potentiels de l'EITI qui sont déjà présents dans les formations de l'AFPA. Donc le lien se fait assez rapidement entre la formation et la suite de parcours au sein de l'EITI. Et puis les locaux, on a besoin de locaux parce qu'on génère à chaque fois dans nos entreprises d'insertion par le travail indépendant, on génère des espèces de coworking pour lutter un peu contre la solitude de l'entrepreneur. Et donc, il y a des locaux présents, on loue au sein de l'AFPA un bureau et on leur permet de se retrouver. Ça, c'est vraiment les raisons pour le Germinal. Et ensuite, il y a des raisons aussi pour les travailleurs indépendants, puisque le fait qu'ils soient au sein de l'AFPA, ça leur permet d'être en réseau direct avec d'autres professionnels du secteur, qui leur permet de faire une montée en compétences rapide, de pouvoir avoir des échanges entre pairs, et de pouvoir vérifier et de réadapter leur modèle si jamais c'est pas convenable, en tout cas pour eux, vraiment de réajuster au quotidien, d'avoir des échanges réguliers avec d'autres professionnels de leur secteur. Et puis enfin, c'est l'accès à une manufacture, à un ensemble d'outils, d'équipements auxquels ils n'auraient pas accès s'ils restaient indépendants dans leur activité, dans leurs locaux. Et ça, c'est non négligeable. Et enfin, je tiens juste à souligner une chose qui me paraît importante, c'est qu'on est deux structures différentes, Germinal et l'AFPA. Néanmoins, sur le ITI, on a voulu monter une structure, une équipe. Donc, l'AFPA réalise l'accompagnement socio-professionnel de nos travailleurs indépendants et la partie communication. Mais on souhaite qu'il y ait une dynamique d'équipe complète et qu'il n'y ait pas deux structures qui travaillent chacun de leur côté pour accompagner, et qu'on puisse générer une osmose d'équipe pour qu'on accompagne et que toutes nos missions soient vraiment au service de nos travailleurs indépendants. Donc voilà, il y a d'autres projets qui sont en cours dans d'autres villages AFPA et on est vraiment très content de ce partenariat. Merci beaucoup. Merci Victor. Donc moi, en un mot, j'ai envie de vous dire ce qu'on entend au Puy-en-Velay, c'est ensemble, on construit différemment, on innove, on apporte des nouvelles solutions et c'est extrêmement dynamique. Alors, on va continuer notre voyage en Auvergne-Rhône-Alpes. On va aller maintenant à Lyon, rejoindre Florence qui est directrice régionale du développement de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et Florence, vous êtes à Vénissieux ce matin, qui est un des plus gros centres AFPA de France. Donc, avec la directrice du centre, on peut se poser la question, mais pourquoi là aussi vous avez engagé ce projet de transformation du centre AFPA de Vénissieux en village des solutions avec vos partenaires? Si vous pouvez nous en dire plus, Florence. Tout à fait. Alors, on est à Lyon, à Vénissieux en particulier, tout près d'un quartier politique de la ville, un petit peu pour resituer, avec un centre qui a également du foncier, comme l'exprimait mon collègue Aurélien Gaucherand, et avec vraiment la volonté de s'ouvrir au territoire. C'est un premier acte que l'on pose, et c'est aussi comment on se réinvente, comment on réinvente la question de la formation, la question du parcours sans couture et la question d'emboîter les différentes politiques publiques que sont la politique de la ville, l'économie, l'emploi et l'insertion professionnelle, socio-professionnelle, comme on le dit tous. C'est du coup comment on décloisonne l'ensemble sur un territoire et comment on répond à ce territoire avec deux collectivités territoriales très importantes et engagées dans un
troisième projet du territoire et du sud du territoire de la métropole de Lyon, la collectivité métropolitaine qui est nouvelle et la ville de Vénissieux complètement engagée dans le processus. C'est 20 à 25 partenaires, puisqu'on a des fluctuations, qui s'engagent dans le tiers-lieu et qui co-construisent ensemble des solutions pour les personnes, les habitants et les entreprises du territoire en direction de la question de comment je qualifie, comment je réapprends, comment je m'intègre et comment je vais à l'emploi avec sur ce territoire et comment je corresponds à une coloration, d'ailleurs le centre de Vénissieux là, coloration industrie. Donc utilité sociale augmentée, c'est une addition de compétences. Et comme l'exprime aussi Monsieur Rousset tout à l'heure dans son intervention, c'est aussi la recherche de sens par rapport au travail qui est là dans le tiers-lieu, on sent, à la fois sur les structures qui s'y engagent, mais aussi sur les personnes qui ont à un moment donné sur la question de la reconversion, puisqu'on touche aussi des gens en reconversion professionnelle ou des femmes qui se posent la question de l'emploi et de rentrer dans des métiers, par exemple, de l'industrie du futur. C'est la recherche de sens, l'évolution du travail. Et 20 compétences additionnées, c'est une offre de services, de parcours, d'insertion qui est totalement augmentée sur ce territoire. Donc peut-être... Remets mon micro, mais je te laisse compléter, Florence. Je vous laisse compléter. Oui. Donc c'est vraiment pour nous une nouvelle façon de concevoir le partenariat et une offre de service. Hein. C'est vraiment cette addition qui est proposée. Donc, on a des acteurs culturels, des acteurs sportifs. Université Lyon 2 nous envoie par exemple ses stats. La MGEN construit une solution santé parce que la question santé est importante dans les parcours. Nous avons la question d'une association sur l'innovation avec la mobilité, auto-école sociale, capacité d'offrir une offre de service en matière de location de voitures, de location de vélos, etc. Capacité aussi pour, par exemple, les entreprises de s'installer à l'intérieur du tiers-lieu et d'offrir une possibilité de réponse sur une offre de service augmentée, encore une fois, en plus de l'acte de formation traditionnel. Merci Florence pour ce témoignage. C'est vrai que offre de service augmentée, grâce à l'addition des compétences, des initiatives, c'est extrêmement important aujourd'hui et particulièrement autour d'un sujet qui nous est extrêmement cher à l'AFPA, mais pas qu'à l'AFPA, l'ensemble des organismes de formation, c'est comment on fait aussi en sorte de s'adresser au public qui potentiellement pourrait utiliser nos offres de services, comment on donne envie de venir en formation, comment on lève des freins qui permettent à des personnes de s'envisager sur des parcours de formation et comment surtout, voilà, on démultiplie notre capacité à intéresser sur les territoires et l'ensemble des publics. Alors, je vais me tourner maintenant vers Marie-Ève Peggy. Marie-Ève, vous êtes partenaire du village AFPA de Vénissieux, du village des solutions de Vénissieux. Vous dirigez l'association Tremplin à NEPA. Donc, un peu comme pour Victor tout à l'heure, c'est intéressant que vous puissiez nous dire, d'abord, présenter Tremplin à NEPA en quelques mots, et surtout nous dire, mais là aussi, qu'est-ce que vous y retrouvez dans ce village des solutions? Pourquoi Tremplin à NEPA, aujourd'hui, est un partenaire actif de ce village des solutions AFPA? Merci. Alors, merci de m'avoir invité à ce temps d'échange, de partage autour de ces nouveaux modalités d'apprentissage. Donc, Tremplin à NEPA, c'est un organisme de formation qui existe depuis 1975 et qui a un statut associatif, qui a pour cœur d'activité la formation non qualifiante, l'accompagnement des demandeurs d'emploi jeunes et adultes, souvent éloignés de l'emploi, peu qualifiés, décrocheurs, parfois même stigmatisés. Nous agissons donc dans le cadre de dispositifs des politiques publiques d'insertion professionnelle et de formation, de redynamisation des parcours. Notre activité, comme l'a expliqué un peu tout à l'heure Claire Quéchat dans son historique, s'inscrit dans un outil de promotion de ces personnes, peut-être même une première marche avant d'entrer sur des parcours qualifiants, de remobilisation avec une pédagogie qui prend en charge une approche globale
des parcours de vie pour permettre aux personnes de se remobiliser et de développer des compétences transverses. Nous avons, deuxième peut-être mot-clé de notre identité et qui permettra de comprendre pourquoi on adhère très fortement au projet de Manu Village, c'est que depuis plusieurs années, nous avons développé la pédagogie du détour créatif, c'est-à-dire que nous proposons aux demandeurs d'emploi de faire l'expérience d'une création artistique dans le cadre de leur parcours de formation, encadré par une équipe pédagogique et évidemment des artistes. C'est l'occasion de développer un certain nombre de compétences transverses, ce qu'on appelle aujourd'hui les fameuses soft skills, qui sont si importantes à développer, à pouvoir valoriser sur un poste de travail ou même une entrée en formation qualifiante. Alors depuis plusieurs mois, nous avons donc entendu parler de la mise en place de ce tiers-lieu et nous avons été sollicités donc, par l'AFPA dans le cadre de ce que disait tout à l'heure Monsieur Gaucherand sur les démarches d'ouverture que vous avez aux acteurs locaux et aux acteurs petits d'apporter, eux, leur savoir-faire ou leur identité ou leur pédagogie. Vous avez compris que pour nous, la Manu Village, c'est un projet qui est innovant, qui est en ébullition et qui est au croisement et de la formation et de l'entreprise et de l'innovation et de la citoyenneté. Alors pour nous, avec un café culture, c'est évidemment une opportunité importante pour que les personnes qui vont participer à ce café culture puissent peut-être, comme le disait Florence, entrer dans ce qu'on appelle des parcours sans couture. J'ai envie de dire sur des questions d'apprentissage que déjà la mise en place de ce tiers-lieu, c'est pour nous les acteurs déjà une expérience d'apprentissage autrement de la fabrique de l'identité de ce lieu partagé. Nous les professionnels, nous devons aussi réinterroger notre façon d'apprendre et de mettre en œuvre nos compétences autour de ce projet. Alors concrètement, un café culture, c'est quoi? Ce sont des ateliers hebdomadaires ouverts en particulier à des stagiaires, à des demandeurs d'emploi, des habitants du territoire en quartier politique de la ville de Vénissieux, afin de partager un café et de construire des sorties culturelles sur un territoire que l'on connaît industriel, mais aussi métropolitain avec une offre culturelle assez large, à partir des propositions des uns des autres. On fabrique ensemble. Un café culture, c'est donc en creux faire de la formation autrement. Un café culture conjugue à la fois une pédagogie de projet, une pédagogie par l'expérience au sein d'un collectif pour un formateur qui devient médiateur. Un café culture au sein de la Manu Village, sur ce que disait Florence, un territoire industriel en quartier prioritaire, c'est une opportunité pour les personnes en insertion que nous allons accueillir, qui sont éloignées de l'emploi, de rencontrer d'autres associations, de coopérer à d'autres projets, de trouver une place dans une activité et surtout d'être informés en direct. On va faire ce qu'on appelle une visite des plateaux techniques de l'AFPA sur les formations qualifiantes et de pouvoir prendre des décisions, sans doute en regagnant de la confiance aussi, pour s'inscrire dans des suites de parcours, ce qu'on appelle des suites de parcours sans couture. Pour nous donc, participer à ce projet, c'est une collaboration pleine de promesses avec des nouvelles modalités d'apprentissage et puis une remobilisation évidemment pour les demandeurs d'emploi dans la réussite de leur parcours socio-professionnel, d'insertion socio-professionnelle. Voilà ce que je peux dire. J'aurais plein de choses à dire sur les modalités d'apprentissage, mais le temps est court. Merci de m'avoir invité. En tout cas, non, merci beaucoup à vous d'avoir bien voulu participer à la fois à cet atelier, mais surtout merci beaucoup à vous de contribuer à ce qui se fait à Vénissieux, parce qu'on voit bien, et Florence l'a évoqué, parcours sans couture, c'est aussi être capable de travailler ensemble à des ingénieries croisées, à des renforcements de compétences, parce qu'on a des cultures différentes les uns et les autres, parce que si l'AFPA a son histoire, tous les organismes ont leur propre histoire, toutes les associations ont leur histoire et leurs valeurs, et c'est là où on voit bien que dans la réflexion partagée, on est capable de proposer des nouvelles solutions pour répondre aux besoins des personnes et les intéresser. Alors,
on va poursuivre là aussi, encore une fois, notre voyage en Auvergne-Rhône-Alpes, parce que si la question des parcours sans couture se pose effectivement sur la capacité des organismes à construire ensemble des réponses multiples, elle se pose aussi évidemment sur la capacité des organismes à aller au plus près des besoins des personnes, et notamment des personnes qui vivent dans des territoires ruraux. Et là, je vais m'adresser à Céline Debeau, Céline qui est animatrice d'un nouveau lieu construit par l'AFPA dans un très beau département qui est celui de l'Ardèche, dans une commune qui s'appelle Lamastre. Et voilà, l'AFPA a pris l'initiative avec la collectivité de construire un nouveau tiers-lieu, un espace de coworking, co-learning, qu'anime Céline. Alors, Céline, en tant que responsable de ce nouveau lieu qui s'appelle La Place, concrètement, tout simplement, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'on peut y trouver et quel est le public que vous accueillez ? Oui, bonjour à tous. Donc, je suis responsable de La Place, le premier tiers-lieu hors les murs de l'AFPA, implanté à Lamastre et donc qui a ouvert ses portes en avril 2021. Donc, c'est un lieu de travail partagé. On parle souvent de coworking. Donc, je mets à disposition des bureaux avec accès à Internet, espace de confidentialité pour passer des appels téléphoniques, faire des visioconférences. Cela permet aux télétravailleurs de mettre une frontière entre leur espace personnel à la maison et leur activité professionnelle en tiers-lieu, de rompre l'isolement également. Cet espace est aussi dédié à la formation à distance, donc on parle de co-learning dans ce cas-là. Mon rôle est d'accompagner les personnes dans l'utilisation des outils et de leur faciliter le suivi de leur parcours. Comme vous l'indiquiez, Lamastre est une commune rurale d'à peine 2500 habitants, située en Ardèche. Et en Ardèche, on ne calcule pas une distance en kilomètres, mais en temps. Il faut compter plus d'1 heure pour aller au centre AFPA le plus proche, qui est situé à Valence en Drôme. Du coup, je renseigne énormément sur l'offre de formation en 100% à distance et sur les métiers auxquels l'AFPA prépare, comme développeur web dans les métiers du numérique, toutes les formations autour des métiers de la comptabilité ou encore les métiers du social, comme conseiller en insertion professionnelle, par exemple. Donc, je peux mettre en relation les personnes avec des organismes de formation qui peuvent répondre à leurs besoins. Donc, ça peut être le centre de formation de proximité de Valence pour préparer une éventuelle entrée en formation en présentiel, mais ça peut être également une mise en relation avec un autre opérateur. La place est ouverte à des personnes formées par d'autres organismes, mais dans ce cas-là, on demandera une contribution au fonctionnement et à l'utilisation de la place, alors que pour les stagiaires de l'AFPA, l'accès est gratuit. L'expérience que l'on a depuis l'ouverture, c'est que je m'aperçois que c'est d'abord un lieu d'information et d'accueil, finalement une nouvelle ressource sur le territoire qui me permet d'accompagner et d'orienter un public très, très large vers une offre de services qui est très diverse. Cela peut être donc à la fois d'engager un parcours de formation en 100% en distance ou en présentiel, mais également pour envisager un parcours de validation des expériences, participer à un dispositif d'accompagnement pour construire son projet. Les possibilités sont vraiment multiples. Et donc, la place à Lamastre est la première expérimentation, la première ouverture hors les murs de l'AFPA. Mais l'ambition est d'ouvrir près d'une quinzaine d'autres places en 2022, des lieux qui permettront de répondre à ce type de besoins par une présence et un maillage sur l'ensemble du territoire français. Merci vraiment beaucoup, Céline, de cette belle présentation de cette expérimentation et qui va donner comme lieu, comme vous venez de le dire, à d'autres projets en 2022. Et donc, on le voit au travers de ces 3 témoignages, à la fois du Puy-en-Velay, de Lyon-Vénissieux, de la place à Lamastre, que pour un opérateur de formation, pour un organisme de formation,
il y a nécessité de construire un nouveau positionnement territorial. C'est ce que ces expériences révèlent et auquel l'AFPA avec ses partenaires s'efforce de répondre. Mais ce que l'on sait aussi, c'est que par ailleurs, globalement, ce sont les métiers eux-mêmes qui évoluent, que les entreprises ont besoin de nouvelles compétences. La situation économique d'aujourd'hui nous le prouve. Il y a des changements fondamentaux dans les modalités de production, dans les nouveaux besoins. Et pour que les entreprises puissent se développer, voilà, que l'économie puisse fonctionner, il faut les accompagner. Alors, je vais m'adresser maintenant à Christophe Sadoc, qui est le directeur de l'ingénierie de l'AFPA. Christophe, vous dirigez un programme de recherche et développement qui est soutenu par le ministère du Travail, justement pour répondre à ces nouveaux besoins. Ce programme, il s'appelle Incubateur de nouvelles formations. Pouvez-vous nous dire, là aussi, de façon globale, en quoi consiste ce nouveau programme et quels en sont ses objectifs? Merci beaucoup, Rémi, et puis bonjour à tous. L'AFPA, dans le cadre des missions nationales de service public, a en charge la politique de certification du ministère du Travail et en particulier de la DGEFP, avec les branches professionnelles, avec les syndicats professionnels, avec les entreprises. Et vous le savez peut-être, les spécificités de la politique du titre, donc qui est de la politique de certification du ministère du Travail, c'est de reposer sur l'analyse du travail. C'est-à-dire l'analyse des besoins des entreprises, du marché du travail, et c'est un peu la singularité en fait de ce dispositif de certification. Il n'y a que le ministère du Travail et le ministère de l'Agriculture qui fonctionnent de cette façon, c'est-à-dire analyse permanente du marché du travail avec des révisions et une actualisation très fréquente des certifications. Mais on s'est dit ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pourquoi? Parce qu'il y a de grands mouvements de transformation de notre économie. On a des filières stratégiques à accompagner et si je vous dis que l'intelligence artificielle devient un sujet pour énormément de métiers, vous serez que moyennement surpris, que la transition énergétique et écologique concerne tous les métiers du bâtiment, mais pas que donc toutes ces problématiques-là, d'abord je ne fais pas l'article sur la transformation numérique qui est à l'œuvre parce que chacun peut le mesurer dans son métier, d'ailleurs dans nos métiers à nous, qui sont ceux de la formation professionnelle. Donc du coup, on s'est dit comment on peut être plus agile, comment on peut accélérer l'actualisation de la politique de certification pour soutenir les filières stratégiques qui par ailleurs ont évidemment, comme elles sont émergentes, comme elles sont nouvelles et qu'elles sont créatrices d'emplois, des problématiques de tension sur le marché du travail. Et le Premier ministre a proposé récemment un plan justement pour lutter et pour réduire les tensions sur le marché du travail parce que ne nous trompons pas, l'enjeu c'est la compétitivité des entreprises et aussi les problématiques de relocalisation ou de maintien de l'activité économique sur les territoires. Donc le projet, l'idée de mettre en place des incubateurs, qu'est-ce que c'est? C'est à la fois un projet de territoire, parce que ça se passe dans des centres AFPA, qu'on choisit des thématiques qui correspondent à la nature de l'offre en partie des centres AFPA, et ma collègue directrice de centre, Véronique Dunot, en parlera tout à l'heure à travers l'exemple de Châtellerault. Ça c'est le premier aspect, ce projet de territoire. Ça s'inscrit donc dans notre logique de village, parce que ce sont des projets de partenariat que nous établissons avec les membres du service public, mais surtout, je vais en dire un mot, avec les entreprises du territoire, ça c'est essentiel, c'est le premier aspect, mais c'est aussi des projets nationaux parce qu'ils ont vocation à essayer d'accélérer et d'accompagner les politiques de développement et les politiques de compétences des entreprises, soit des grandes entreprises d'ailleurs, ou des PME, parce qu'on verra que dans les filières stratégiques, on peut avoir, et c'était le cas à Châtellerault, à la fois des PME locales et à la fois des grands groupes nationaux, voire internationaux, qui travaillent avec nous. Alors, pour entrer un peu dans le concret de la chose, qu'est-ce que c'est qu'un incubateur? Eh bien, à l'issue d'un travail d'analyse du travail et de R&D, au lieu de s'inscrire dans un processus un peu plus long, groupe de travail, CPC interministériel, un peu plus long, mais qui peut durer 2-3 ans, voilà, sachant que les titres professionnels sont revus régulièrement, au maximum tous les 5 ans. Là, on va fonctionner en mode projet
et en formation, certification, action. Donc, c'est de l'analyse du travail appliqué. Donc, on fait un premier cahier des charges assez rapide pour analyser le besoin. Et tout de suite, on va agréger autour de nous des partenaires, les entreprises, les spécialistes. Et on va monter des actions incubateurs, donc, de formation, mais à visée certifiante. C'est-à-dire qu'on va se servir de cette action pour affiner et actualiser le projet d'ingénierie et de création de la certification. Et on va associer dans le comité de pilotage, sous l'autorité des services déconcentrés de l'État et des DRETS, les membres du SPE, ça je l'ai déjà dit, mais surtout les professionnels, les entreprises, les décideurs qui vont travailler avec nous et qui vont valider à des étapes régulières à partir d'un cahier des charges très précis le fil des compétences que nous aurons à certifier dans le dispositif incubateur. Ce qui permet de très très vite tester à la fois le contenu de la certification, le contenu de la formation, mais aussi de mesurer tout de suite l'accès à l'emploi des personnes et de qualifier de façon extrêmement précise le besoin. Comme on est sur des filières stratégiques qui sont en pleine évolution, il y a parfois besoin de vérifier parce que les professionnels eux-mêmes ont besoin de vérifier certaines hypothèses. Hein, il n'y a pas un cahier des charges préétabli où on sait tout ce que l'on veut faire et après il n'y a plus qu'à. Pas comme ça que ça marche. À titre d'exemple, là on va parler, mes collègues parleront du cas particulier de l'accompagnement du développement de la filière des batteries embarquées notamment et à fort potentiel, à forte charge. Mais par exemple, pour l'année prochaine, nous allons accompagner la filière hydrogène. Comme chacun le sait, c'est une filière qui est en plein développement. Mais on a encore des hypothèses à lever et notamment nous travaillons avec France Hydrogène et d'autres partenaires pour identifier l'impact de l'usage du développement de l'hydrogène sur les métiers préexistants. On a appelé ça la colorisation des métiers et tout l'objet des incubateurs que l'on va lancer dès l'année prochaine, dès 2022, ben, ça va être de mesurer quel est le degré de colorisation des métiers, c'est-à-dire quel est l'impact de nouveaux procédés ou de nouvelles énergies sur les compétences des métiers préexistants. Peut-être on trouvera aussi certains métiers nouveaux et on pourra adapter in vivo à partir de situations très concrètes avec les entreprises, l'ingénierie de certification pour pouvoir très rapidement mettre au panel, je dirais, de la politique du titre, des nouvelles certifications, sachant qu'après, comme ces missions de service public, elles sont à l'usage, elles deviennent publiques après, et donc d'autres centres agréés, bien sûr, peuvent proposer certification, elles tombent dans le domaine public. Voilà ce que je pouvais dire pour un peu introduire le sujet avant d'illustrer tout à fait avec nos collègues. Merci beaucoup Christophe. Donc on va effectivement, sans plus tarder, illustrer le propos par un exemple très concret à Châtellerault sur les nouvelles formations pour préparer au métier sur les batteries embarquées. Je m'adresse maintenant donc à Véronique, qui est directrice du centre AFPA de Châtellerault. Véronique, très concrètement, en quelques mots, pouvez-vous nous dire comment vous avez construit le partenariat autour de ce projet sur la fabrique de batteries embarquées? Oui, bonjour à tous, bonjour Rémi. Je vois principalement deux leviers essentiels. Tout d'abord, le fait de se positionner sur les recherches et développement en amont a été vraiment un levier essentiel pour construire ce partenariat justement autour des batteries embarquées. Parce que la R&D nous a permis de repérer, entre autres sur le territoire, 4 entreprises. 4 entreprises, il y avait donc Easly, qui est une start-up qui fabrique des batteries innovantes et solutions de stockage pour de la micromobilité. Il y avait donc la Saft, qui appartient au groupe Total, spécialisée dans la technologie de pointe. Forcy Power, qui est une entreprise qui fabrique des batteries de bus pour la Chine. Et enfin Vlad, spécialisée dans le domaine du matériel médical. Alors, ces 4 entreprises, elles avaient la même problématique finalement. C'était trouver du personnel formé dans cette filière d'avenir, puisque cette filière était en pleine expansion. 4 entreprises à la recherche d'un organisme de formation qui était donc en même temps en mesure de les aider à former sur les besoins de compétences, mais aussi désireuse de travailler avec cet organisme de formation en collaboration pour justement contribuer avec ces formations ou avec l'ingénierie. Deuxième levier
essentiel, hein, le pilotage. Ce pilotage donc, qui a été organisé autour de la mise en œuvre de l'incubateur de batteries embarquées. L'implication mais vraiment très forte des entreprises, puisqu'elles étaient en attente, a permis de mobiliser des acteurs institutionnels du territoire. C'est comme ça, dès la première réunion de lancement de la DETS, on a eu autour de la table les représentants territoriaux de la région, le département, le pôle emploi, le Cap emploi et les missions locales. Les entreprises ont continué à jouer le jeu également tout au long donc, de ces expérimentations, en participant, mais vraiment de manière très active aux réunions d'information collectives, qui nous a permis d'organiser 3 sessions successives donc expérimentales de la batterie embarquée, en accueillant les stagiaires, en participant à la conception de la formation, en contribuant à l'animation sur les sujets spécifiques lors des expérimentations et en fin d'expérimentation, en embauchant donc nos stagiaires. Il ne faut pas oublier que le choix du formateur aussi pour mener cette expérimentation a été un élément donc déterminant pour, on va dire, asseoir la relation entre les entreprises. Parce que sans cette relation de communication, d'entente, d'écoute et de compréhension des deux parties, on ne pouvait pas donc effectivement, je veux dire, continuer à travailler de manière pertinente. Et puis en dernier lieu, je dirais que les copiles et les bilans qui ont été faits tout au long de ces expérimentations n'ont pas été donc simplement un moyen d'instaurer de la régularité et de la rigueur dans nos échanges tout au long de ces 3 expérimentations, avec en plus le travail de proximité avec les ingénieurs de formation, les entreprises et les acteurs institutionnels, mais a surtout permis de répondre donc aux compétences des talents de demain qu'avaient besoin donc les entreprises. Voilà ce que moi je pourrais dire par rapport à la manière dont nous avons construit cet incubateur avec des partenaires, avec nos partenaires externes, mais aussi avec nos forces internes de l'AFPA. Merci de ce témoignage, Véronique. Je vais du coup m'adresser à la personne qui est à côté de vous parce que c'est peut-être l'acteur le plus important du sujet. C'est François Warsac, qui est PDG de l'entreprise Easily, qui est une des entreprises partenaires du projet sur Châtellerault. Et merci, Monsieur Warsac, d'avoir pris de votre temps ce matin pour témoigner. Tout simplement, ce qui nous intéresse, c'est pour vous, en tant que chef d'entreprise, ce projet incubateur, en quoi il répond aux besoins que peut avoir une entreprise dynamique comme l'est Easily. Écoutez, merci pour permettre ce témoignage aujourd'hui. Donc, je suis dans les locaux de l'AFPA Châtellerault, avec lequel on collabore maintenant depuis plusieurs années. Donc, comme vous l'avez dit, Easily est une entreprise qui travaille dans le domaine des batteries embarquées pour 2 marchés principaux, la micromobilité électrique et puis le stockage des énergies renouvelables pour l'habitat. On parle d'autoconsommation, d'indépendance énergétique, donc on est dans ces 2 secteurs. Donc c'est une entreprise qui a 10 ans d'âge, que j'ai fondée et que je dirige aujourd'hui depuis 10 ans, donc basée sur le bassin d'emploi de la Vienne, donc entre Poitiers et Châtellerault, la belle région de Nouvelle-Aquitaine. On a fait la promotion d'Auvergne-Rhône-Alpes, donc je vais aussi faire la promotion, on va dire, de la Nouvelle-Aquitaine. Pour ceux qui sont qui aiment les émotions fortes, et pour vous situer sur la carte de France, on est à côté du Futuroscope, donc notre point de référence est le Futuroscope. Voilà. On est donc sur un secteur qui est en tension, on l'a dit en début de cette session, le domaine des batteries, de la mobilité électrique, du développement des énergies renouvelables, de la transition énergétique. Et cet incubateur, ça a été je ne sais pas si on s'en rend compte, mais c'est une première en France, non pas par cet incubateur, mais par la formation qu'elle propose. Auparavant, il n'y avait pas de formation dans le domaine des batteries. Le secteur des batteries avancées, c'est un secteur nouveau, et finalement, ça s'apprend, j'allais dire, sur le tas. Donc, c'est la première fois en France qu'on met en place. Il n'y avait pas de diplôme, il n'y avait pas de formation, de formation qualifiante dans ce domaine. Ce que ça nous a permis, c'est 2 choses. Je m'adresserai, je veux dire, à la fois en remerciement à l'AFPA, et puis aussi vis-à-vis
des stagiaires et peut-être j'espère, des futurs stagiaires, c'est la grande ouverture en fait qui a permis cette formation en reconversion professionnelle de personnes qui, objectivement, de premier abord, n'étaient pas du tout dans le domaine de l'électricité, de l'électronique, de la mécatronique, qui est notre secteur. On a par exemple embauché, on a des personnes qui venaient de la couture, des anciennes couturières, ou dans le domaine de la joaillerie, de la fabrication de bijoux. Et là, on a parlé des soft skills et des compétences transversales auparavant. Et cette formation, cet incubateur, il a permis à des personnes de se reconvertir sur des métiers d'avenir, sur des métiers qui sont à forte technologie, des métiers d'innovation, sans a priori. Donc une très grande ouverture de cette formation, de cet incubateur. Le deuxième point, pour moi important, c'est l'employabilité immédiate. Donc c'est un succès pour l'AFPA et pour l'incubateur, puis c'est un succès aussi pour les stagiaires, parce qu'on fait tout ça pas pour nous, mais pour ces stagiaires en reconversion. Et ça, je pense que derrière, c'est on l'a dit, c'est la construction de ce parcours de formation en partenariat très fort, vraiment en synergie avec les entreprises. Donc moi, on a vraiment apprécié en fait la qualité d'écoute, d'adaptabilité, de service des formateurs et des personnes en charge en fait du montage de cet incubateur vis-à-vis de nos besoins. Donc on était quelques entreprises sur ce bassin d'emploi. Il y a beaucoup d'activités dans le domaine de la batterie en fait autour de Châtellerault et de Poitiers. Historiquement, ça s'est passé comme ça. Et donc cette écoute et cette adaptabilité font qu'à la fin, on a des parcours de formation qui correspondent exactement à ce dont on a besoin. Et derrière, une employabilité immédiate, ce qu'on a vécu nous, puisqu'aujourd'hui on emploie des anciens stagiaires de cet incubateur. Voilà, donc c'est en résumé, en quelques mots, voilà, c'est un grand succès pour nous. Je pense que c'est un grand succès pour l'AFPA aussi, un grand succès pour les stagiaires qui ont pris le risque à un moment, de se lancer dans l'aventure, parce que cet incubateur, c'est aussi innovant. Nous, on est sur des technologies innovantes, mais l'incubateur, c'était innovant. Donc, un seul message, c'est qu'il faut amplifier en fait la communication autour de cette formation, qui est peut-être encore trop locale, trop régionale, l'amplifier au niveau national, pour que l'ensemble des territoires en bénéficient, des entreprises du territoire national et pas uniquement régional, et puis que ça permette en fait sur ces métiers de tension d'avoir de plus en plus de personnes formées qui nous rejoignent. Voilà, donc un grand merci à tous. Merci beaucoup, Monsieur Barsac. Alors, ce dont on est aussi très fier par rapport à cette formation, cette expérimentation, c'est ce que vous disiez à l'instant. Elle a été reprise par le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine dans ses nouveaux programmes régionaux de formation. Et donc maintenant, c'est une nouvelle offre à laquelle vous avez contribué pour répondre aux besoins d'emploi dans le territoire de Nouvelle-Aquitaine. Alors, mon collègue Fabrice Yégayan m'a rejoint et Fabrice est directeur du développement de l'AFPA. Et je pense qu'il était utile, intéressant à ce stade de notre atelier de se dire, voilà, aujourd'hui, on vient de l'entendre, un des enjeux majeurs du développement de l'économie de la France, c'est de répondre aux besoins des entreprises et aux tensions sur le marché du travail. D'ailleurs, le gouvernement a engagé un plan gouvernemental extrêmement important sur le sujet. Du coup, on le sait, plusieurs secteurs professionnels sont en recherche de compétences. Et donc, Fabrice Yégayan, donc vous êtes directeur du développement, comme je le disais à l'instant. Vous êtes au contact des entreprises, des branches, en permanence. Et quelles sont les principales réponses à leurs besoins de recrutement que vous pouvez, de façon très concrète, leur proposer aujourd'hui ? Bonjour à toutes et à tous. D'une manière très concrète, on propose plusieurs choses. La première chose, c'est bien évidemment l'anticipation au regard des besoins en recrutement. L'anticipation, c'est des choses très simples. C'est proposer, par exemple, aux entreprises de la restauration, de l'hôtellerie et du tourisme d'intégrer systématiquement des stagiaires dans des programmations qui commencent au mois d'octobre pour pouvoir se terminer au mois de mars-avril
avril, ce qui garantit de la ressource pour les périodes de fort recrutement. Et on connaît les marronniers du mois de juin où les entreprises ont des difficultés. Donc c'est de l'anticipation saisonnière, mais c'est aussi de l'anticipation au regard de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences que mènent les branches et les entreprises. La deuxième action très opérationnelle, et on les fait de plus en plus, ce sont bien évidemment des opérations de recrutement, de pré-recrutement, à travers par exemple les programmes POE, préparatoires opérationnels à l'emploi, mais parfois les conseils régionaux ont aussi des dispositifs conjoncturels pour pouvoir répondre à des demandes, et à ce moment-là, soit à travers des actions SAS de préformation, soit à travers des actions de POE, encore une fois, très attachées à répondre à un besoin extrêmement précis sur un territoire. On conduit des opérations de formation en amont des opérations. Et parfois, ça peut être des opérations coup de poing, commando. On peut être extrêmement réactif et très souple et très agile pour pouvoir répondre à un besoin urgent de demande d'entreprise. J'ai souvenir de ce qui s'est passé sur le composite, sur toute la façade atlantique, où d'un coup, les entreprises avaient des besoins très importants sur ce secteur-là. On a mené des opérations commando, coup de poing, aussi bien pour des gens comme Beneteau que pour toute la filière de la course au large du côté de la Bretagne. Et à travers ces opérations coup de poing, c'est de plus en plus des opérations de transfert de compétences, voire d'adaptation au poste de travail. Et il nous arrive, et on a la chance à l'AFPA, avec nos 250 métiers, nos 650 blocs de compétences, de pouvoir être extrêmement performant et efficace sur les transferts de compétences. C'est comme cela qu'on a permis à des cuisiniers de devenir opérateurs composites haute performance, mais aussi à des gens qui viennent du textile ou à des gens qui viennent de la prothésiste, du métier de prothésiste dentaire, autant de compétences qu'on pouvait déployer ensuite dans les métiers du composite. Et puis, mais je pense que c'est peut-être, je connais un peu Rémi et son sens de l'anticipation des questions, c'est aussi un sujet autour de l'attractivité qui est une vraie question. Tout à fait. Allons-y sur l'attractivité, parce qu'effectivement, un des enjeux majeurs aujourd'hui, c'est justement d'attirer le public vers la formation pour ensuite aller vers les entreprises. En fait, on parle beaucoup de sourcing et de recrutement aujourd'hui, et on le voit bien, le sujet majeur maintenant, il est encore plus en amont, puisque c'est la question de l'attractivité. Et l'attractivité, ça passe aussi par une guerre qu'on doit livrer à certains clichés, à certains stéréotypes qu'on peut avoir sur les métiers. Et on fait de l'attractivité, par exemple, d'une manière très concrète avec le Centre d'information des femmes et des familles. Quand on permet à des femmes qui sont très éloignées de l'emploi ou qui ont été et qui n'ont pas eu le choix, par exemple, et qui ont fait ce métier qui est très bien, qui est hôtesse de caisse, mais à un moment donné, elles veulent évoluer. Et ben ces femmes, on leur fait découvrir un plateau usinage, et à ce moment-là, elles découvrent un plateau usinage qui peut être fait pour elles, et à chaque fois qu'on a fait ce genre d'opération de découverte des métiers à travers l'expérience de la découverte d'un plateau technique, eh bien, on a permis à des femmes de découvrir des métiers. D'une manière plus générale, nos formations qui sont des plateaux techniques opérationnels sont aussi des lieux de représentation et de démonstration des métiers. C'est-à-dire que pour découvrir un métier, on peut bien évidemment aller dans une usine, etc. C'est un peu compliqué. À l'AFPA, on peut travailler sur cette dimension-là. Et puis, l'attractivité des métiers par la formation professionnelle, c'est l'attractivité d'une carrière. C'est-à-dire on peut rentrer, par exemple, comme serveur, et travailler sur l'attractivité du métier de serveur, c'est dire que on peut développer à partir du métier de serveur, des compétences vente, commerce et autres. Voilà. Donc, l'attractivité est vraiment un sujet majeur pour nous.
Elle ne se fait pas sans les entreprises, elle ne se fait pas sans la complicité des branches professionnelles, et c'est parce qu'on travaille en grande proximité avec les branches et les entreprises qu'on génère vraiment de l'attractivité. Mais encore une fois, ça passe beaucoup par une petite guerre contre les clichés, les stéréotypes, et puis par la valorisation des métiers. Alors, merci Fabrice. Effectivement, on voit bien qu'aujourd'hui, l'organisme de formation, ça n'est pas que délivrer des référentiels de formation, loin de là, c'est prendre en compte la personne dans sa globalité, c'est aller la chercher, l'intéresser, c'est aussi, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vis-à-vis des entreprises, c'est être capable de s'adapter au rythme de l'entreprise et non pas l'inverse. Moi, j'aimerais que vous nous disiez juste un mot en conclusion de votre intervention aussi sur comment aujourd'hui un organisme comme l'AFPA, mais comme bien d'autres, joue un rôle aussi d'accompagnement des entreprises, y compris dans le développement de leurs propres ressources de formation. Je pense à l'accompagnement et le travail qui est mené avec les entreprises sur l'apprentissage. Alors déjà, je pense que vous avez dit quelque chose d'important. La formation professionnelle, c'est définitivement plus simplement de la diffusion de contenu. C'est vraiment de la transmission de compétences, c'est de la transmission de savoir-faire, c'est de l'organisation aussi, et puis c'est beaucoup d'accompagnement. Alors, comment on accompagne les entreprises sur la question de l'apprentissage ? Déjà, tout simplement en leur disant que l'apprentissage s'est beaucoup libéré. On peut commencer une formation en apprentissage à tout moment de l'année. L'apprentissage ne se résume plus au simple calendrier académique septembre-juin, et on a cette chance et ces possibilités de rentrer des apprentis tout au long de l'année. D'une manière plus concrète, aussi, les entreprises viennent nous voir pour les accompagner dans la création de leur CFA ou dans la création de leur logique apprentissage, soit à travers un CFA hors les murs, soit en profitant du réseau qui est assez unique en France de l'AFPA, qui peut déployer des actions d'une manière homogène sur l'ensemble du territoire. Et nombre d'entreprises, je pense à des grands groupes, ont compris à quel point ça pouvait être important pour elles, notamment dans leur politique de déploiement de l'apprentissage. On n'oublie pas les TPE et les PME, puisque cette particularité de l'AFPA de pouvoir déployer des actions d'une manière homogène sur tout le territoire, les TPE et les PME en profitent parce que du coup, ça nous garantit aussi la possibilité d'être au plus près des besoins, au plus près des besoins des grands comptes et au plus près des besoins des TPE et des PME. Et c'est vrai que l'apprentissage aujourd'hui a le vent en poupe, on le voit dans les médias, mais alors vraiment, on en fait tous les jours l'expérience à l'AFPA et on en fait profiter aussi bien les apprentis que les entreprises. Merci beaucoup, vraiment, Fabrice, de ce témoignage, effectivement, qui nous montre bien comment aujourd'hui, pour être en réponse aux besoins des entreprises, des territoires, des publics, l'appareil de formation doit faire preuve d'énormément d'agilité, d'innovation, et vraiment s'engager dans des nouvelles voies par rapport à peut-être aux habitudes qu'on a pu avoir, même si ça fait longtemps que l'offre de formation s'adapte. Alors, on arrive au terme de cet atelier et du coup, je vais utiliser une question qui nous a été posée, qui est de savoir, et qui nous servira de conclusion, Claire, par rapport à tout ce que vous avez entendu, de ce foisonnement d'initiatives, de réflexions. Aujourd'hui, quels seraient les éléments majeurs que vous retiendriez comme axe d'évolution à conduire pour que l'offre de formation et d'accompagnement, que le village des solutions soit au rendez-vous des attentes des années à venir pour accompagner les publics et les entreprises? Alors, grande ambition, là, ce que tu évoques. Et tout ça en 2 minutes. Et en 2 minutes et demie. Bien sûr. Je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit, mais globalement, moi, je retiens quelques lignes fortes. D'abord, de répondre, d'individualiser au mieux
les parcours. Et individualiser, c'est pas que individualiser en fonction des personnes, c'est évidemment en fonction des territoires, c'est en fonction des entreprises, c'est de faire du sur-mesure, c'est d'être agile. Tous ces mots, ils ont été déjà illustrés, je ne vais pas les reprendre. Agilité, c'est aussi de l'agilité dans les certifications, y compris dans le contenu, dans les modalités d'accès à la formation. Hier, quelqu'un disait, l'apprentissage, c'est pas la formation, c'est pas que la formation. C'est-à-dire que tout ce que vous avez évoqué là, c'est bien que sécuriser l'acquisition de compétences, c'est aussi aller chercher les publics le plus loin possible et les amener vers. Ça veut dire sécuriser tous les autres éléments qui font partie de l'apprentissage des personnes. Au final, ça veut dire de travailler avec d'autres. Donc je pense que s'il y a un maître mot de ce matin, c'est dire travailler avec d'autres. Tout le monde parle d'hybridation. Alors on hybride des contenus, il faut qu'on hybride des parcours, il faut qu'on hybride des acteurs, des organisations différentes. Ça veut dire travailler sur le recrutement, sur l'orientation. Quelqu'un a parlé de l'orientation. Je pense que la suite, les années à venir vont remettre ce sujet de l'orientation au cœur des réflexions des politiques publiques. Ça veut dire également hybrider des formations, bien sûr travailler sur l'ingénierie croisée, avec des startups, avec des OF. Et toutes les illustrations ce matin le montrent. Travailler avec d'autres et hybrider nos pratiques avec d'autres organismes de formation sur un territoire, etc. Je pense que c'est le maître mot de demain. On ne fera plus seul, on ne fera plus tout seul avec l'entreprise ou avec l'individu. On fera avec d'autres parce qu'on répond à des besoins de territoire et que chaque besoin est différent. Aujourd'hui, l'enjeu sur les tensions de recrutement, il est bien d'apporter des réponses. Elles doivent être de plus en plus variées, sinon les entreprises auraient déjà trouvé les solutions. Merci beaucoup, Claire. Nous arrivons donc au terme de notre atelier. On tient à vous remercier les uns les autres pour votre participation. N'hésitez pas à nous solliciter si vous voulez bien évidemment d'autres renseignements, notamment sur les villages des solutions, si vous souhaitez avoir des précisions, si vous voulez qu'on vous rencontre pour en parler, ce sera vraiment avec grand plaisir. On espère que cet atelier aura retenu tout votre intérêt. Et voilà, merci à Centre Info pour cette belle organisation des 50 ans de la formation professionnelle. Au revoir à tous, merci et merci à tous les participants.